Bonjour, bienvenue à tous au Festival des Deep Tech de Systématique. Donc pour 3 jours de webinaire et 30 sujets liés à la Deep Tech. On se retrouve aujourd'hui pour parler donc du HPC au quantique. Je me présente rapidement, je suis Monsieur Daniel Vert, le coordinateur du Hub Advanced Engineering and Computing. Et quelques infos pratiques. Vous pouvez utiliser le chat pour échanger entre vous. Et pour interroger les intervenants, ce sera par l'onglet questions. Et aujourd'hui, donc, on va parler donc, de HPC et de quantique, deux mondes qui coexistent en étroite collaboration. Et pour cela, donc, j'invite à monter sur scène avec moi Philippe Duluc, donc Chef Technologic Officer chez Evident, Omar Ramami, chef de groupe ingénierie système d'Alensta, Guillaume De Giovanni, cofondateur de Victor, Philippe Seger, Head of European HPC Projects au GEMC, et enfin Olivier Ezrati, consultant et auteur spécialisé en technologie quantique. Bon, déjà, bonjour à vous 5. Merci d'être présents aujourd'hui. On va parler donc calcul haute performance et quantique. Je vous laisse quand même 2 minutes pour vous présenter et présenter un petit peu vos activités chacun. Donc, je fais dans l'ordre. Je vois Omar, si tu peux te présenter 5 minutes. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez? Très bien. Donc, moi, je suis professeur à l'ENSTA Paris. Je suis en charge des activités de recherche sur le HPC et en même temps des formations autour de ces sujets. Et nous poussons beaucoup pour le calcul quantique, et en particulier la formation dans le calcul quantique. Voilà. Super, merci. Philippe Duluc. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Duluc, moi, je suis le directeur technique de l'activité Big Data et Sécurité d'Eviden, hein, une activité d'Atos, dans laquelle on trouve le calcul quantique, mais une activité plus globale de calcul et de serveurs et de HPC, ainsi qu'une activité de digital security. En parallèle, je dirige le Hub Advanced Engineering and Computing du pôle systématique. Merci Philippe. Olivier? Bonjour, moi j'ai beaucoup de casquettes, hein. J'en ai une d'auteur du livre sur les techno-quantiques que certains connaissent. J'anime 2 podcasts avec Fanny Bouton, j'écris des articles scientifiques, je fais de l'enseignement à l'EPITA et à Centrale, et je suis aussi cofondateur de la Quantum Energy Initiative, entre autres choses. Merci Philippe. Guillaume? Alors bonjour, moi je suis Guillaume De Giovanni, cofondateur de la startup Victor. Victor, c'est une startup qui adresse les technologies habilitantes dans les ordinateurs quantiques et on est basé à l'ouest de Paris sur X-Campus. Super. Et enfin Philippe Seger? Bien, donc moi j'ai un background, je dirais plus d'utilisateur du calcul, hein, modélisation numérique de l'atmosphère. Et maintenant, donc je travaille au sein de GENSI, le grand équipement national de calcul intensif qui réalise la maîtrise d'ouvrage des supercalculateurs pour la recherche publique française. Donc voilà, des supercalculateurs dont vous avez peut-être entendu parler pour certains, Jean Zay, opéré par l'IDRIS CNRS sur le plateau de Saclay, Joliot-Curie, opéré par le CEA, ou celui Adastra au CINES à Montpellier. Voilà, et où on cherche aussi à développer une activité quantique pour la mettre à disposition donc, des chercheurs académiques et industriels au niveau français et avec des collaborations internationales au niveau européen. Super. Bon, encore une fois, merci d'être présent. Du coup, aujourd'hui, l'idée de cette table ronde, c'était un petit peu de faire le pont, le cheminement logique entre donc, les deux domaines, donc le HPC et le quantique. Et la première question qui vient du coup naturellement, c'est sur le domaine du HPC. Quels sont les enjeux, les défis, les problèmes que vous rencontrez là maintenant? Pour ça, je laisse un petit peu commencer Philippe Seger, si tu as... Oui. Alors voilà, donc déjà, on ne va pas pouvoir faire tout discuter dans le détail de ce qu'est le HPC et de nos besoins, mais quelques rappels quand même pour vraiment poser le décor. Donc le HPC, c'est le calcul haute performance. Le calcul haute performance, du calcul haute performance, il y en a, je dirais, depuis qu'il y a des calculateurs. Hein. Les premiers calculateurs étaient eux-mêmes des calculateurs haute performance en étant les plus puissants de leur génération. Et donc, voilà, de génération en génération, on a pour des besoins vraiment très spécifiques, des besoins académiques, mais aussi des besoins industriels, d'avoir voilà, ces besoins de performance. Cette performance, depuis de nombreuses années, elle s'acquiert par le parallélisme. Hein. Les ordinateurs de classe actuelle réalisent
1 million de milliards d'opérations par seconde, et la prochaine génération sera au milliard d'opérations par seconde. Et c'est aussi les ordinateurs qui ont la plus grande efficacité énergétique en termes de coûts de calcul, en termes de watts. Mais malgré cela, on est toujours confronté à deux problèmes. Donc, un problème lié à l'efficacité en tant que telle, et un problème lié aussi à l'effet rebond de cette efficacité, qui est que quand on fait 1 million de milliards d'opérations par seconde, eh bien forcément, il y a un coût énergétique qui est important. Et donc, pour ça, depuis longtemps, on essaye d'avoir des ports et pour être le plus efficace possible, par exemple, d'utiliser des coprocesseurs graphiques ou autres. Et pour ça, on envisage que les calculateurs graphiques pourraient nous aider dans ce sens-là à être efficaces pour certains aspects et pouvoir nous aider. Ensuite, un autre problème qui est lié au calcul de performance en lui-même, c'est que on est comme sur des architectures un peu complexes. On a à gérer ce parallélisme, et quand on parallélise, on a toujours des surcoûts liés au parallélisme. Et puis, l'utilisabilité, je dirais, avec mon ancienne casquette d'utilisateur, il faut malgré tout que cela reste utilisable en termes d'algorithmique, et puis en termes simplement d'usage. Et donc ça fait partie aussi des problèmes que l'on rencontre. Et il faut faire la quadrature du cercle, donc avoir quelque chose qui soit extrêmement performant, extrêmement efficace, et qui reste utilisable, je dirais pas par le commun des mortels, mais par un grand nombre d'utilisateurs académiques, industriels, y compris pour des usages liés à l'IA. Alors là-dedans, je vais passer la parole à Omar. Quels peuvent être les avantages et les limites que peuvent nous amener l'ordinateur quantique là-dessus Alors, il y a certainement des experts meilleurs que moi en la matière, mais moi, je vais quand même rebondir sur ce que tu as dit. Malgré tout, le HPC, c'est quand même 60 ans d'expérience industrielle, une activité de recherche qui a été intensive. Ce n'est pas un processus déterministe. Obtenir des performances, extraire des performances d'une architecture HPC reste un challenge. Je dirais que même l'expérience algorithmique est absolument essentielle. Donc effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans la recette du succès du HPC. Et tout ça, ça s'est construit après des dizaines d'années. Et c'est quelque chose qui restera un défi pour le calcul quantique. Il faut donner donner du temps au calcul quantique. On est passé par là dans le cadre des GPU, tu as indiqué les accélérateurs graphiques. Au départ, on a récupéré les premiers GPU, c'était essentiellement de la quincaillerie, hein, c'était du matériel. Et il a fallu des années pour d'abord maîtriser le développement logiciel autour, l'algorithmie autour, trouver les bons outils de profiling de performance pour pouvoir justement apprendre à extraire le maximum des performances côté GPU. Et ce n'est pas terminé. Il y a encore tout un ensemble, on va dire, de traitements à réaliser pour les rendre efficaces sur GPU. Donc, je vais revenir au titre de ce webinaire. On parle du HPC au quantique. Alors moi, je l'ai interprété comme un spectre, plutôt qu'une évolution inéluctable du HPC vers le quantique à 100%. On est vraiment dans un spectre de choix, et il n'y a pas d'outil, à mon avis, qui sera bon pour toutes les applications. Il s'agit de choisir le bon outil pour la bonne application. C'est archi classique ce que je dis. Mais voilà, on ne fera pas table rase de 60 ans d'expérience sur le HPC et il va falloir donner du temps au quantique. Le deuxième point, c'est qu'on dit du HPC au quantique, mais le quantique peut être du HPC. Hein. Donc, pour être d'accord sur le vocabulaire, je peux faire du high performance computing avec du quantique. Donc, ce ne sont pas des choses opposables, mais tout à fait complémentaires, en fait. Et je pense que c'est ça qui sera la recette du succès, c'est d'arriver à trouver la bonne combinaison, les bonnes configurations entre les différents modèles de calcul possibles. Voilà, je vais plutôt laisser parler la parole aux experts quantiques et peut-être Philippe, Daniel. Ouais, plutôt Philippe, parce que du coup, ouais, on a parlé de ces défis, mais comment se positionner un peu évidente par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est les défis pour le quantique, du coup? Le défi d'Eviden est assez simple. Hein. Nous sommes un constructeur informatique. Hein. On est aujourd'hui, on est plutôt fiers. On dirait numéro 3 ou numéro 4 mondial en HPC.
On a maintenant dans le top 500, on a plus de 40 machines. Le quatrième ordinateur le plus puissant au monde, c'est un ordinateur Eviden, à Sinequa en Italie. Et donc, on est dans cette industrie du HPC. Et il est vrai que pour nous, le quantique, ça a été un déclic. Parce que quelque chose qui est très important dans le domaine du HPC, c'est effectivement la puissance de calcul qu'on apporte à nos utilisateurs. Or, ces utilisateurs, ils ont été gâtés ces dernières années. Avec la loi de Moore, tous les 18 mois, la puissance accessible double. Donc, pour eux, c'était fantastique pour améliorer les modèles, être plus performants, plus puissants, etc. Ils s'attendent donc à avoir cet accroissement de la puissance de calcul. Or, cette loi de Moore, elle va nécessairement ralentir quelque part, puisqu'elle est basée sur le fait qu'on a des processeurs de calcul qui sont de plus en plus denses. Entre deux atomes de silicium, aujourd'hui, on a 0,5 nanomètres, et les technologies aujourd'hui qu'on a, c'est inférieur à 10 nanomètres, 5 nanomètres. IMEC, le Belge, travaille sur des technologies à 1 nanomètre, mais on voit qu'on se rapproche des limites atomiques qui font qu'on pourra plus se reposer sur la densification des puces pour cette accélération. Or, nos clients ont besoin d'accélération, et donc on est obligé d'étudier de nouvelles directions, d'avoir cette veille technologique, et puis d'être prêt à rentrer dans toutes les possibilités que nous donnera la science pour accélérer les calculs. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans le calcul quantique en 2016, c'était assez tôt. En 2016, je rappelle, il n'y avait pas encore de start-up quantique, il n'y avait pas encore le livre d'Olivier Ezrati, c'était un petit peu le début. Et donc, si on est parti dans le calcul quantique, c'est une position industriel d'un leader sur un marché qui se dit attention, là j'ai une disruption possible, parce que le calcul quantique, ce que l'on savait, c'est que de manière théorique, il est capable d'accélérer très très fortement, de manière exponentielle, certains types de calculs qui aujourd'hui tournent sur du HPC. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est lancé sur le calcul quantique et qu'on a développé notre programme que je pourrais détailler s'il y a des questions. Ok, super. Bon, maintenant que le décor est un peu planté, on peut parler plus de quantique. Alors, souvent, on parle de NISQ, de FTQC, de techno-habilitantes. Mais concrètement, maintenant, où est-ce qu'on en est? On a vu qu'il y a la première usine de Candela qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce que ça apporte, tout ça, par rapport au lien du HPC? Et je laisse la main à Olivier pour ça. Bonjour, oui. Alors, peut-être pour prendre quelques définitions, ce qu'on appelle le NISQ, ça correspond à des ordinateurs quantiques dits bruités, c'est la caractéristique des qubits qu'on a aujourd'hui, quelle que soit la technologie, et avec lesquels on pourrait faire quelque chose qui permettrait d'avoir un avantage quantique vis-à-vis des calculateurs classiques. Alors, on peut se prendre comme repère un cluster, on peut se prendre comme repère les plus grands HPC du monde, ça dépend un petit peu du repère. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore rentré dans le NISQ, en fait, malgré ce qui peut être raconté à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'on a des ordinateurs quantiques avec un certain nombre de qubits, de qualité assez variable selon les technos. On est jusqu'à 433 qubits avec 2% d'erreur chez IBM, mais aucun des ordinateurs, à ma connaissance, en tout cas en mode programmable qu'on appelle gate-based, n'a atteint un régime d'avantage quantique sur des cas d'usage, je dirais, utiles vis-à-vis du calcul classique. Il faut savoir qu'il faut intégrer dans le modèle NISQ aussi les modèles non programmables qu'on appelle les simulateurs quantiques, comme ce que fait la machine de Pascal en France ou QRA aux États-Unis. Et là, on est un petit peu plus proche, d'après les benchmarks qui ont été faits, d'un avantage quantique, mais on n'y est pas encore. Donc en fait, en réalité, aujourd'hui, on a une espèce d'air qui est un peu pré-NISQ, et on n'est peut-être pas très loin d'une ère NISQ avec des qubits de meilleure qualité, par exemple ce qu'IBM pourrait sortir cette année ou l'année prochaine. On pourrait éventuellement atteindre cette ère NISQ avec des machines Pascal de prochaine génération qui seront capables de contrôler un plus grand nombre d'atomes, et d'après les benchmarks qui ont été faits notamment avec Multiverse et avec Cassib, qui pourraient rentrer dans un régime d'avantage quantique par rapport aux meilleurs algos d'optimisation qui existent dans le classique. Alors après, ce qu'on appelle le fault tolerant, c'est la correction des erreurs et la tolérance de panne intégrée dans une architecture de système qui permet d'éliminer totalement ou plutôt partiellement le bruit de ces fameux qubits bruités du régime NISQ et d'étendre la capacité de calcul, d'étendre aussi l'avantage quantique pour permettre de faire des calculs vraiment encore plus rapides et avec, par exemple, des périmètres fonctionnels beaucoup plus grands. Alors, je vais donner un petit exemple simple, imagé. Un régime NISQ qui fonctionnerait permettrait en théorie de simuler des molécules de
3-4 atomes et quelques dizaines d'orbitales d'électrons. C'est donc de la chimie assez simple. Alors que le jour où on sera dans un régime de tolérance de panne avec un très grand nombre de qubits dits logiques, on pourra peut-être simuler des molécules plus complexes avec plus d'atomes, des centaines d'orbitales, et là, faire des choses encore plus sérieuses. Et ça, c'est l'enjeu technologique. Alors, le lien avec les technomilitantes, on le verra avec Guillaume, c'est que pour aussi bien faire du NISQ qui marche que faire du fault tolerant qui marche, il y a des enjeux technologiques et scientifiques qui sont énormes à relever. Il faut d'un côté, d'un point de vue scientifique, et là je vais vraiment résumer, il faudra être capable d'intriquer en gros des qubits à très grande échelle, et c'est très loin d'être évident, c'est de la physique fondamentale. Ensuite, il faut être capable de faire ça avec des coûts raisonnables, notamment en termes d'électronique, de contrôle, de laser, de cryogénie, selon la technologie qu'on va utiliser. Et puis, il faut être capable de montrer qu'avec des algorithmes courants, quantiques, complétés, après on verra comment on se complète avec les algos classiques, on obtienne quelque chose de concret. Et alors moi, ce que j'ai constaté en faisant mes petites études pour mon bouquin sur les algorithmes qui existent aujourd'hui, que ce soit en régime NISQ ou en régime tolérance de panne, il y a un fait important que je pense Omar a un petit peu soulevé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de généricité de l'avantage quantique, c'est-à-dire que c'est souvent au cas par cas, c'est souvent des algos de certaines caractéristiques avec certains types de données qui peuvent, dans certains cas, obtenir un avantage quantique complémentaire de ce que fait le classique, mais il n'y a pas un truc qui dit, voilà, en règle générale, en NISQ ou en FTQC, on obtiendra un avantage quantique avec telle catégorie d'algorithmes. Ça, c'est une découverte, je dirais, relativement récente. Ça changera peut-être dans le futur. Peut-être que dans le futur, on aura un avantage plus générique par catégorie d'algorithme ou de machine. Donc voilà pour l'introduction. Alors je vais laisser la main à Guillaume pour la partie enjeux techno-habilitants, parce que c'est sa spécialité. Merci Olivier. Effectivement, je pense qu'on peut regarder dans les applications, dans l'utilisation de processeurs quantiques, le processeur lui-même, déjà comment est-ce qu'il est fabriqué. Et aujourd'hui, ce qu'on voit publié, comme par exemple la semaine dernière, Théo Perronin de Alice et Bob a mis une slide sur laquelle il dit à plus de 300 qubits, par exemple, qui est une petite taille en fait pour un processeur quantique, 80% du coût est constitué par l'électronique de contrôle. Donc ça, c'est assez intéressant. Effectivement, ça montre bien que cette électronique de contrôle, même si c'est une technologie habilitante, donc pas intrinsèquement quantique deuxième révolution, mais plutôt quantique première révolution, on va dire, elle est pourtant très importante. Et là, cette capacité de ce hardware à pouvoir manipuler effectivement des portes ou des qubits, c'est une des clés dans la montée à l'échelle des processeurs quantiques. Si aujourd'hui, effectivement, ces processeurs ne font pas des miracles encore sur le marché pour pouvoir effectivement faire découvrir de nouvelles molécules, ce sera pourtant ce qu'ils feront demain. Et ils le feront, comme tu disais, Olivier, en montant en qualité, en fidélité et également en nombre. Alors, la montée en nombre, c'est effectivement très important parce qu'on est face à des problèmes, je dirais, extrêmement significatifs qui sont des fois bêtement physiques dans un cryostat. Il faut savoir qu'une bonne partie des processeurs quantiques utilisent des cryostats, ces espèces de frigidaires qui descendent à 15 millidegrés Kelvin. Donc, il fait très froid, il y a le vide dedans. C'est des conditions opérationnelles qui sont compliquées. Et quand on veut mettre, je ne sais pas, une dizaine de milliers de qubits, par exemple, avant de monter à 1 million, on va devoir tous les contrôler séparément. Et le problème, c'est qu'il faut énormément de câbles aujourd'hui, de câbles électriques pour descendre dans les cryostats. Et ces câbles, c'est des ponts thermiques. Ça a des imperfections comme le fait de vouloir adapter le niveau de bruit thermique en fait à l'étage auquel on s'adresse. Il faut rajouter des composants électroniques qui chauffent. Donc on a des ponts thermiques, on a du dégagement de chaleur dans un environnement où on veut au contraire préserver le froid pour pouvoir conserver les propriétés quantiques des particules qu'on va utiliser. Donc effectivement, toute cette électronique, elle a besoin aussi de se remettre en question et de changer au cours du temps. Et c'est effectivement ces axes qui sont chez nous, chez Victor, les axes de développement, qui est de dire, voilà, partons de ce qui existe aujourd'hui. On est en câble coaxial, on peut passer en câble en nappe comme IBM. On peut aussi réfléchir sur les atténuateurs, comment on les fait. On peut changer de technologie aussi d'amplificateur et peut-être utiliser des tout-pas. On peut faire des tas de choses. Il faut en tout cas qu'on travaille sur le sujet. Il faut qu'on essaie d'enlever, par exemple, des circulateurs qui sont des composants électroniques à base de ferrite et qui sont souvent volumineux et qui gênent en fait la montée à l'échelle de ces processeurs quantiques. Donc il y a réellement une révolution aussi à faire sur redesignons en fait le processeur quantique, pas dans sa globalité, mais au moins sur les technologies habilitantes, parce qu'on sait que si on ne fait pas évoluer ces technologies habilitantes, à ce moment-là, les physiciens n'arriveront pas à faire la montée à l'échelle des qubits. Donc c'est effectivement un sujet qui est assez central dans le fait de pouvoir faire aboutir à un moment donné
un processeur quantique qui pourra rejoindre le processeur graphique, le processeur central. On aura CPU, GPU et QPU. Voilà. Moi, si je peux intervenir sur ce sujet en particulier, l'industrie du semi-conducteur et de l'HPC a horreur du risque technologique et du risque économique, évidemment. Et c'est une industrie qui s'est, et certainement Philippe en parlera certainement mieux que moi, a appris à optimiser justement cette idée d'éviter le risque. Donc l'idée du yield déjà au niveau des wafers. Lorsqu'on fabrique des microprocesseurs, 100% d'un wafer semi-conducteur n'est pas exploitable. Il y a des défauts de fabrication, et ces défauts de fabrication font que des parties de surface du wafer ne sont pas exploitables. Et d'ailleurs, une des conséquences positives de cette variabilité, donc c'est une variation statistique dans la fabrication, fait qu'on a des processeurs qui vont avoir des fréquences plus élevées que d'autres, simplement parce que le processus de fabrication semi-conducteur n'est pas parfaitement maîtrisé. Donc, ces années d'expérience, d'optimisation autour de la maximisation du yield et éviter au maximum les risques de défaut de ce qu'on appelle en fait les défects d'un point de vue anglais, et donc le rebut, ce qui pousse le prix du semi-conducteur, est une activité que le quantique, je ne doute pas, va aussi apprendre. Mais elle va apprendre, comme ça a été indiqué, à tous les niveaux. Donc au niveau des câbles, au niveau de la manière de réfrigérer, à tous les niveaux, il y aura un calcul du risque et du rendement qui permettra de les rendre, on va dire, les plus efficaces possibles, comme a pu l'apprendre le semi-conducteur. Philippe, je suis sûr que tu peux rajouter des choses en la matière. Oui, puis je vais peut-être même rejoindre une question qui a été posée sur l'hybride, sur l'hybride classique quantique. Hein. Ce que vous dites est très vrai, hein, technologie habilitante Guillaume et Omar, mais il n'y a pas que le technologie habilitante hardware. Hein. Ce qui est très important également, c'est dans la partie soft, toute l'innovation software et algorithmique. Il ne faut pas oublier que la course au calcul quantique, elle a été lancée par une innovation algorithmique de David Shor, hein, qui a inventé un algorithme qui permet d'avoir une accélération exponentielle pour factoriser un produit de nombre premier. Et donc, on a effectivement, il est important de progresser et d'innover également sur la partie software et algorithmique. Et donc, pour répondre à la question posée sur l'hybride, effectivement, dans le NISC qu'a décrit Olivier, on se rend compte que on a vraiment besoin de réduire au maximum la taille de la partie quantique des algorithmes, parce qu'on a des problèmes de bruit, on a des problèmes de stabilité, on ne peut pas enchaîner des milliers de portes quantiques, hein, parce que la fonction d'onde va s'écrouler bien avant. Et donc, ça donne tout l'intérêt à des algorithmes hybrides, c'est-à-dire qu'on a concentré la partie qui est vraiment quantique, qui fait appel vraiment aux propriétés quantiques de la matière, hein, que sont l'intrication et la superposition. C'est vraiment concentré dans une très petite partie de l'algorithme et tout le reste est fait par une partie classique. Alors ça existe maintenant, c'est ce qu'on appelle les algorithmes variationnels. Il y en a un qui s'appelle VQE, hein, Variational Quantum Eigensolver, qui est un algorithme qui est basé sur une double boucle d'optimisation, une quantique et une classique. C'est-à-dire la partie quantique sort un paramètre et ensuite on recommence et tous les paramètres qui sont sortis, ils sont optimisés par une boucle classique. Et donc, l'innovation dans le quantique passe aussi par le développement de tels algorithmes, et des algorithmes hybrides, ils tiennent vraiment une place importante. Peut-être qu'on pourrait répondre à une des questions là, que je vois sur les cas d'usage. Il faut toujours rappeler à quoi ça sert le calcul quantique et d'où vient la vitesse de calcul. Alors, la vitesse de calcul, elle est censée venir de ce qu'on appelle le parallélisme quantique, qui n'est pas forcément facile à expliquer, mais il y a une manière, moi, que j'ai d'expliquer qui est plus mathématique, qui est de dire qu'en gros, le calcul quantique, ça fait du calcul matriciel plus efficacement que des ordinateurs classiques, parce que fondamentalement, les portes quantiques qui agissent sur les qubits, voire même dans le modèle de la simulation quantique, c'est du calcul matriciel en pratique. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est du calcul matriciel avec du bruit, et on aimerait bien qu'il n'y ait pas de bruit, et on essaye de le corriger, ou de limiter les effets du bruit, mais fondamentalement, c'est du calcul matriciel. Et grâce à ça, on est censé faire des opérations sur ces données complexes avec moins d'opérations qu'on le ferait sur un ordinateur classique. Alors, les cas d'usage les plus courants, ce sont des cas d'usage où on cherche à minimiser une fonction de coût, en fait. Alors, cette notion de minimisation d'une fonction de coût, ça se retrouve dans tous les problèmes d'optimisation qui cherchent à réduire une distance, un trajet, un coût, un risque dans n'importe quel métier, dans les transports, dans la finance ou autre. Ça nécessite aussi de minimiser une fonction de coût dans tout ce qui relève du machine learning et du deep learning.
Et on minimise aussi des fonctions de coût quand on essaie de faire de la simulation chimique, parce que très souvent, on cherche à calculer des propriétés chimiques de la matière, notamment ce qu'on appelle les états d'énergie de base, qui relèvent aussi de cette même méthode. Donc en fait, d'une manière générale, on cherche à minimiser quelque chose et le calcul quantique est plutôt adapté à ça. Alors ça fait partie des cas d'usage les plus connus, les plus avancés, avec des algorithmes bien identifiés, mais ça risque de changer dans le futur, parce qu'on inventera probablement de nouveaux algorithmes qui tirent parti de ces machines-là. Alors, il faut bien préciser que tout ce que je vous raconte, ça reste des promesses parce qu'on n'a pas encore atteint un avantage. Alors, peut-être il faudrait que j'ajoute quelque chose à ce que je disais tout à l'heure dans cette notion d'avantage quantique, que ce soit en régime LISC ou en régime tolérance de panne. La notion d'avantage quantique, on peut l'adopter de manière assez extensive. Historiquement, on a considéré que le calcul quantique allait apporter surtout une accélération en termes de temps de calcul pour certains problèmes, notamment les calculs matriciels trop lourds. Mais on peut imaginer d'autres caractéristiques où il y aurait un avantage quantique. Alors, il peut y avoir un exemple dans le machine learning où il serait nécessaire d'avoir moins de données, par exemple, pour entraîner un système. Il y a des cas de figure où des algos quantiques sont censés nécessiter moins de données. On peut aussi avoir des cas de figure où le résultat est de meilleure qualité, que ce soit dans des approches heuristiques ou des approches où on recherche des minimums dits globaux. Il y a des cas de figure où peut-être que le calcul quantique, sous certaines conditions, donnerait de meilleurs résultats. Et puis, il y a évidemment, en dernier lieu, la question qui se pose sur les ressources qui sont utilisées pour faire ce calcul, qui peuvent être énergétiques ou matières premières ou autres. Et là, il n'est pas impossible, même si on ne l'a pas encore démontré, que dans certaines conditions, dans le futur, les ordinateurs quantiques apportent aussi un avantage énergétique ou en termes d'empreinte environnementale par rapport au calcul classique. Mais ça reste à démontrer, hein. Ça reste des hypothèses et ça reste à démontrer. Et pour y arriver, il faut faire tout ce que Guillaume a dit. C'est-à-dire qu'il faut aligner beaucoup de planètes au niveau de la cryogénie, de l'électronique, des systèmes de contrôle, de la qualité des qubits, parce que c'est la condition nécessaire pour obtenir cet avantage énergétique. Bon. Alors, il y a quand même des efforts qui sont en train d'être lancés sur la définition de benchmark pour le calcul quantique. Je crois que Olivier est très impliqué aussi sur ces aspects-là, mais il y a eu récemment un événement chez Thales TRT sur les benchmarking sur le quantique. Et ça sera effectivement une première pierre en réponse à cette question de quelle application et comment mesurer effectivement les différentes technologies. Alors, je ne sais pas, Olivier, si tu as, au-delà de ce que tu as indiqué sur l'optimisation, des éléments nouveaux en termes de benchmarking. Oui, il y en a plein. Le benchmarking, c'est fondamental parce que ça va permettre à la fois de comparer les systèmes. Alors déjà, les systèmes quantiques entre eux, parce qu'ils se battent en duel. Il y a une dizaine de types de qubits différents, il y a des constructeurs dans tous les sens et il faut comparer les architectures entre elles. Mais si on est capable d'adopter des benchmarks qui s'appuient sur des besoins applicatifs que je qualifierais de génériques, on va pouvoir comparer les systèmes classiques et les systèmes quantiques. Bon, sachant que les systèmes quantiques ont une caractéristique, c'est qu'ils sont toujours hybrides. Il y a toujours du classique autour du quantique, une machine quantique, qu'elle soit avec un algo variationnel ou pas, elle a toujours besoin d'une machine classique. Alors là, il y a des benchmarks très intéressants. Bon, il y en a qui sont créés dans le cadre du programme BAC là, que gère Frédéric Barbaresco là, chez Thales, dans le cadre de la stratégie nationale quantique. Et puis il y a surtout le Q-score, je laisserai Philippe en parler, qui a cette caractéristique, c'est d'être neutre par rapport à l'architecture qui les met en œuvre. Absolument, pour apporter un commentaire. Nous, ce qu'on a développé chez Eviden depuis quelques années, c'est un benchmark applicatif, c'est-à-dire la capacité pour un ordinateur quantique à faire tourner une application compliquée. Et puis en comparer les résultats quand plusieurs ordinateurs quantiques différents tournent sur la même application, de voir lequel est le plus rapide, etc. Et ça permet vraiment de faire un benchmark. Et c'est le choix qu'a fait effectivement le plan quantique français, avec dans le volet benchmark qui a été confié au LNE, le Laboratoire National d'Essai, avec le projet porté par Thales de BAC, dans lequel on va explorer effectivement comment développer donc ce benchmark applicatif développé par Eviden, qui s'appelle Q-score. Alors Q-score ces benchmarks applicatifs, le problème, c'est qu'ils sont adaptés pour une application particulière. Donc, Q-score est basé sur une application de type MathScut, c'est une application d'optimisation dans le domaine des graphes. Et on va étudier avec la communauté quantique française, dans le cadre du projet BAC, effectivement, d'appliquer Q-score à d'autres types d'applications. Moi, je voudrais revenir sur un point sur l'interface entre classique HPC et QC au niveau hardware. Je crois que tu avais une réponse, Philippe. Oui, je l'ai dit là tout à l'heure déjà. C'est effectivement les algorithmes variationnels qui sont une bonne illustration, je trouve, d'un algorithme mixte classique quantique. Mais je reviens aussi aux fondamentaux qu'a expliqué Philippe au début.
pour nous, on considère vraiment le quantique comme étant une accélération. On avait l'accélération qu'a illustré Philippe avec les processeurs graphiques pour faire de l'IA. Il y a eu, c'est vrai, pendant plusieurs années, une phase de maturation lente. Et maintenant, on voit ce qu'apportent les GPU, notamment pour les IA génératives, etc. On considère que c'est la même approche. C'est la même chose qui va se passer dans le domaine du quantique. Ce sont des accélérations. Pourquoi? C'est parce qu'on ne pense pas qu'il y aura un ordinateur quantique universel, puisque le quantique ne peut accélérer que quelques applications, quelques algorithmes, des grandes familles d'algorithmes d'optimisation combinatoire, par exemple. Et donc, pour nous, c'est vraiment une accélération. Et donc, un supercalculateur, des infrastructures de calcul telles celles que nous construisons aujourd'hui à base de CPU et de GPU, eh bien, elles seront à même de tourner avec des QPU plus tard, avec de la compilation, de la distribution de jobs, etc. Et le moment venu, lorsqu'on aura besoin d'accélération quantique, l'infrastructure de calcul saura adresser le job vers le QPU. Donc, c'est vraiment, comme disait Olivier, on est vraiment dans quelque chose de naturellement hybride avec le classique sur le quantique. Je pourrais peut-être rajouter quelque chose là-dessus, parce que la notion d'hybridation, elle mérite d'être détaillée, parce que, en fait, un QPU, donc disons un processeur quantique, il est piloté par beaucoup de briques logicielles. Et je vais essayer d'en séparer trois. La première brique logicielle de base, c'est le compilateur. Donc, c'est celui qui transforme le code quantique écrit par le développeur en code exécutable par la machine, en instructions, et d'ailleurs électroniques, qui pilotent des lasers, de l'électronique de contrôle, des générateurs de micro-ondes, de tension et autres. Donc, c'est comme dans un robot. Un robot, c'est un ordinateur qui pilote des moteurs, pour faire simple, et des caméras, quoi. Donc là, on a le même principe. On a un ordinateur qui pilote de l'électronique, en gros. Et ça, c'est un travail important qui nécessite d'ailleurs de l'optimisation. Mais au-dessus de ce compilateur, il y a d'autres composantes importantes, en particulier dans les algorithmes variationnels que décrivait Philippe, c'est qu'il y a toute la préparation du code. Et cette préparation du code, elle dépend du problème. Et donc, on prépare ce qu'on appelle dans le jargon des algorithmes variationnels un ansatz. C'est en gros un gros bout de code qui contient plein de paramètres qui ont été définis par une brique logicielle, on peut appeler ça le compilateur aussi. Mais ça, c'est un travail qui peut être très très lourd, qui prend beaucoup de temps. Et puis après, il faut optimiser ce truc-là en fonction des retours de l'algo quantique. Et puis, il y a une troisième composante qu'il faut citer, qui pourra, je pense à terme, être intégrée dans le compilateur, mais pas forcément, qui est ce qu'on appelle la correction d'erreur. D'ailleurs, la correction et la mitigation d'erreur. Et la correction d'erreur, ça va demander des ressources informatiques significatives. Si on prend les algorithmes connus aujourd'hui de correction d'erreur pour des qubits superconducteurs, par exemple, ce sont des algorithmes qui vont tourner sur on va dire des machines classiques, qui vont devoir récupérer de l'ordre de 2 gigasamples par seconde d'informations venant d'une électronique de contrôle pour chaque qubit physique, qui vont devoir exploiter ce truc-là, calculer l'état des qubits, et à partir de là, définir la correction d'erreur à envoyer au qubit par un autre chemin, et tout ça en temps réel. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on va avoir à la fois un déluge de données qui va venir d'ordinateur, qui devra être transformé, exploité, optimisé, pour après piloter les qubits. Et ça, c'est un bout de classique qui est énormissime, et qui, dans le régime de tolérance de panne, avec des milliers, si ce n'est pas des millions de qubits physiques, va avoir une empreinte extrêmement importante dans la solution, dans son coût, dans ce temps de calcul, etc. Et d'ailleurs, un des problèmes qu'on a, c'est comment faire ce truc-là en temps réel, à la vitesse des portes des qubits. Parce que sinon, c'est le lapin qui court après le truc, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc, ça montre que la notion d'hybridation, elle est très multiple, en fait. Par exemple, on sait que les compilateurs vont avoir du mal à monter en puissance quand le code va être très grand. Donc, il va falloir optimiser les compilateurs. Donc, les enjeux d'informatique classique autour de l'ordinateur quantique sont énormes dans plein de dimensions. C'est ça qui rend le domaine passionnant, d'ailleurs. Ouais, ben, je voulais justement revenir. Ouais, je voulais justement revenir là-dessus. La performance, déjà, donc, au niveau d'un calculateur haute performance, c'est en grande partie toute la gestion du parallélisme et le fait d'éviter d'avoir des goulots d'étranglement. Et voilà, et tous les calculs ne sont pas facilement parallélisables et indépendants des uns des autres. Il y a certains types de calculs voilà, qui vont être, on appelle ça parallèle de manière embarrassante, tellement le parallélisme est possible. Grosso modo, ça veut dire si on a plein de calculs à faire qui sont tous indépendants des autres et qu'on doit simplement réagréger par la suite. Mais dans la plupart des cas, voilà, on doit avoir des threads qui vont être parallélisés et à un moment donné réagréger les informations.
ce qui nécessite et ce qui fait toute la difficulté, la particularité d'un calculateur haute performance, c'est pas simplement d'avoir beaucoup de processeurs, mais c'est d'avoir tout un système d'interconnexion ultra rapide et puis tout le middleware qui permet de gérer ces choses-là avec des parties qui vont être en mémoire partagée, d'autres parties qui vont être en mémoire distribuée. Et si on veut avoir l'avantage bien bénéficier de l'avantage quantique, on va devoir éviter les goulots d'étranglement, être capable de passer d'un monde à l'autre. Et donc, avec des problématiques vraiment hardware comme celle que l'entreprise de Guillaume adresse, où on a besoin de toutes ces technologies habilitantes pour passer, comme ça a été dit aussi par Olivier, pour passer vraiment de la partie électronique de contrôle à la partie vraiment calcul quantique qubit en eux-mêmes. Et puis, de l'autre côté, dans le monde HPC, voilà, quand on parle d'un ordinateur qui va faire 1 million de milliards qui fait 1 million de milliards d'opérations par seconde, ou qui fera demain 1 milliard de milliards d'opérations par seconde, eh bien, il faut voir en termes d'algorithmique et de hardware à quel moment dans ces opérations-là, il y a une partie de ces opérations qui va être déportée sur la partie quantique, et où la partie quantique a aussi quand on aura, plus on aura de qubits, plus on pourra faire une partie de calcul qui sera indépendante, qui devra constituer un tout. C'est les avantages qu'Olivier a commencé à expliquer, mais sans avoir beaucoup de temps pour pouvoir complètement détailler. C'est ce qui fait tout l'avantage du parallélisme quantique, où on peut déporter un problème et avoir, même si le transfert des données et puis un résultat quantique, on va être plutôt de l'ordre de l'hertz, on va plutôt être de l'ordre d'une opération par seconde, mais une opération qui va agréger toute une résolution d'un problème, qui en une opération, on va être capable d'obtenir un optimum, un minimum. Voilà. J'ai dit. Ok. Omar, tu veux moi, ce que j'ai envie déjà de tirer comme première conclusion, c'est de dire qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité, comme on a pu le faire dans le HPC, qu'effectivement, c'est un écosystème qui reste à bâtir. Il y a de la place pour tout un ensemble d'entreprises qui vont pouvoir contribuer autant sur les parties algorithmiques, bibliothèques spécialisées, matériel, physique, etc. Et en ce sens, le pôle systématique, c'est un peu le cadre dans lequel on se réunit, est un vecteur important en termes d'accélération de cet écosystème. Il n'y aura pas, à mon avis, de fabricant unique de calculateur quantique qui offrira tous les aspects nécessaires au calcul quantique. Maintenant, je vais quand même rajouter un point, parce que je suis dans une école d'ingénieurs et je pense que c'est important. En supposant que nous ayons un ordinateur quantique là maintenant, parfaitement opérationnel, avec un environnement logiciel parfaitement opérationnel, les formations en calcul quantique restent quand même un sujet absolument à creuser. Donc, en fait, autant, par exemple, dans le parallélisme, je peux citer beaucoup d'écoles d'ingénieurs prestigieuses. Tous les élèves sortant des grandes écoles d'ingénieurs ne sont pas tous déjà formés à simplement la programmation parallèle classique, OpenMP, MPI, etc. Et je peux même dire de manière un peu caricaturale que tous les élèves actuellement ont un ordinateur portable qui a au moins 4 à 8 cœurs et qu'ils continuent à programmer en Python ou en C. N'importe lequel d'entre nous a un téléphone portable et dans ce téléphone portable, il y a 4 à 8 cœurs. Mais globalement, les applis que les gens programment sont toujours en mode séquentiel. Donc, il y a réellement un travail très important en termes de formation pour changer de paradigme. Encore une fois, en supposant qu'on ait et l'ordinateur et les environnements logiciels, ça ne fera pas des gens qui seront capables de les exploiter. Je reprends encore le côté HPC. Il n'y a pas de performance déterministe dans le HPC. On le sait très bien, Philippe Seguier le sait très bien. Donc, encore une fois, on parle souvent aux États-Unis de Art of Parallel Programming, l'art de la programmation parallèle. Ce n'est pas une science. Voilà. Et l'algorithmie parallèle est aussi un sujet qui est très peu enseigné, voire pas enseigné dans la plupart des grandes écoles d'ingénieurs. On a souvent le cours classique d'algorithmique sur des grands problèmes, mais on ne sait pas caractériser, on va dire, des belles algorithmies parallèles.
On va parler de problèmes de complexité NP complet, NP dur qui rejoignent les problèmes d'optimisation, mais globalement, les gens ne sont pas nécessairement formés à pouvoir réfléchir en algorithmie parallèle sur des problèmes d'optimisation. Donc voilà, derrière tout ça, j'ai envie de dire que ce sujet est aussi un sujet d'importance et donc nous allons apprendre au fur et à mesure, mais il y a des outils comme des simulateurs chez Atos, Eviden, qui permettront éventuellement de mettre en commun des ressources pour la formation des futurs ingénieurs et chercheurs. Et dans ce que tu dis, Omar, il y a un point important, c'est qu'il va falloir hybrider les compétences en plus des machines. Tout à fait, C'est-à-dire exactement. typiquement, si tu veux prouver, déjà, créer un algorithme quantique qui est meilleur qu'un algo classique, il faut connaître les algos classiques, il faut connaître l'état de l'art. Tout à C'est fait. best in class, comme on dit. Donc, dans les équipes, dans les entreprises, il y aura besoin d'avoir les deux compétences en cohabitation à minima. Il faut que ce soit sur les mêmes personnes. Et ça, c'est pas évident parce que ça dépend des domaines. Par exemple, si tu fais de la DFT en simulation chimique, en classique, il faut connaître les équivalents VQE ou QPE, qui sont les algorithmes équivalents dans le domaine du quantique. Tu as la même question sur le monde de l'optimisation, avec toute une ribambelle d'algos classiques d'optimisation qui marchent plutôt bien aujourd'hui et qui mettent la barre assez haut pour le calcul quantique. Et puis, tu as la même question sur le machine learning. Tu peux pas t'amuser à faire du machine learning quantique si tu connais pas déjà le machine learning classique. Donc, on a vraiment besoin de cette hybridation. Et le point de départ, c'est souvent une connaissance classique qui après est étendue au quantique, en fait. Alors, pour être un peu plus vicieux dans ce que tu viens de dire, je suis aussi un spécialiste de la conception des circuits intégrés. Donc, on fait par exemple la conception depuis ce qu'on appelle le HLS, c'est-à-dire la synthèse de haut niveau. Si je veux maîtriser les accélérateurs matériels sur des circuits ASIC ou FPGA, je dois, depuis le logiciel et l'algorithmique, voir la projection qu'elle sera sur l'électronique. Donc, effectivement, ça crée des profils de plus en plus riches. Et on est en train de se diriger vers une fonction du Dirac qui est assez terrifiante, mais c'est vrai que c'est winner take all. Hein. Winner take all, c'est vraiment les gens qui cumulent les compétences et les profils qui leur permettent de naviguer dans toutes ces dimensions et relativement à l'aise. Je vais reprendre un truc, encore une fois, avec beaucoup d'humilité. L'exploitation d'un simple compilateur parallélizeur, entre guillemets simple, est déjà une compétence très avancée. Au sein d'un compilateur, il y a tout un ensemble de résolution de problèmes d'optimisation. D'accord ? Extraction du parallélisme, ordonnancement des instructions, tout ça, c'est des problèmes considérés d'un point de vue complexité comme NP complet ou NP dur. Donc voilà, tous ces outils cumulés, plus ce que tu viens de dire, effectivement, est un sujet de formation, autant formation initiale que formation continue, hein, d'ailleurs. Merci. Je vois qu'il y a une question intéressante. Les IA, dont les IA génératives, dont on parle beaucoup en ce moment, peuvent être les premières applications concrètes et pratiques du HPC pour le quantique. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question ? Je peux peut-être dire un mot là-dessus, parce que je suis sûr qu'Olivier me confirmera et précisera. Le problème que l'on a entre l'IA et le quantique, c'est que beaucoup de sujets de l'IA sont des algorithmes qui ont beaucoup d'entrées, pour l'apprentissage, beaucoup de data. Et malheureusement, aujourd'hui, le calcul quantique, tel qu'il existe, il ne sait pas ingérer beaucoup de data. On sait travailler sur des problèmes avec peu de data. Par exemple, le voyageur de commerce, que tout le monde connaît, problème d'optimisation, les data, c'est les 100 villes. Alors que derrière, il y a 2 puissance 100, mais ça, c'est complètement virtuel. En IA, je ne peux pas me permettre d'entrer des terabits de données dans un ordinateur quantique. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire parce qu'aujourd'hui, il nous manque la mémoire quantique. La mémoire quantique, il y a des gens qui travaillent dessus, y compris des startups françaises, mais on est encore très très loin et pour le moment, pour aller vers la supériorité quantique, on est limité à des problèmes avec peu de données d'entrée. Mais on y va. Et on y va fort. Ouais. C'est un domaine de recherche. Hein. Yordanis Kerenidis, c'est son équipe qui travaille là-dessus. La startup de Willink domaine... en France. Et oui, je parlais de la QML, mais effectivement, Willink sur la mémoire quantique. D'ailleurs, Willink est plutôt positionné, à ma connaissance, sur la mémoire quantique qui servira ou à faire des répéteurs dans le monde de la communication quantique ou pour interconnecter les ordinateurs quantiques. Mais à ma connaissance, il ne travaille pas encore sur de la mémoire qui servirait à bufferiser la donnée telle que tu le décris pour les problèmes de machine learning. C'est encore un autre sujet, ça. Parce qu'il y a plein de types de mémoire quantique différents, si on regarde de près. En tout cas, ce qui est un peu sûr. Il a disparu, notre ami Guillaume.
revenu. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez WeLink, ils veulent interconnecter quand même des processeurs quantiques entre eux. Donc, à un moment donné, on sait bien qu'il y a besoin de buffer entre les deux. Et ça, plus on va avancer, et en plus avec des technologies qui impliquent des photons plutôt que des ondes microwave. Il faut savoir que c'est quand même important aujourd'hui, quand tout à l'heure je parlais effectivement de câbler des cryostats avec donc des câbles coaxiaux ou des câbles en nappe, on reste dans du métallique et on reste dans de la charge thermique qui est assez forte et qui est incompatible. Donc demain, il faudra quand même, par exemple, aller dans la photonique, et c'est ce que nous, on pousse, c'est de câbler ces cryostats en fibre optique avec des interfaces à 15 millikelvin et puis aussi la photonique à 300K. Et ça bénéficiera aussi non seulement à pouvoir avoir des systèmes qui sont plus économes en énergie, mais ça préparera aussi la connexion pour des mémoires quantiques comme celle de WeLink, qui elles viendront en plus rajouter des intrications peut-être à distance sur les processeurs. Et la différence entre ce que fait WeLink et ce sur quoi Philippe évoquait le besoin côté machine learning, c'est que la mémoire quantique de WeLink, dans le meilleur des cas, fera des liaisons point à point entre qubits pour les relier, avec effectivement une mémoire intermédiaire qui permet de gérer l'intrication correctement, alors que la mémoire quantique dont on a besoin pour faire du machine learning, c'est une mémoire avec des états intriqués. Et donc, c'est quasiment un processeur quantique, mais qui a des caractéristiques un petit peu différentes d'un processeur de calcul. En gros, il est stable plus longtemps, il doit être corrigé, ce qui permet d'engranger la donnée pendant le temps qu'on charge la donnée, puis après, on transfère tout ça par téléportation sur éventuellement un processeur quantique. Mais ça, c'est très théorique pour l'instant. C'est même pas expérimenté, quoi. C'est des modèles théoriques. Ouais. Mais un qubit bien isolé, c'est un peu une mémoire quand même. Oui, mais il y a une très grosse différence entre avoir un qubit isolé, qui est une mémoire avec un qubit, et un registre quantique avec n qubits qui sont intriqués entre eux. Parce que la quantité d'informations qui est ingérée par un processeur quantique, elle est liée à un espace qui est exponentiel avec le nombre de qubits. Et d'ailleurs, ça nécessite un grand nombre de portes quantiques pour engranger la donnée. Si on n'a pas pu exécuter toutes ces portes pour engranger une donnée avec un grand espace de data, on a enregistré juste des bits classiques, quoi. Donc, et c'est ça qui coûte cher, et c'est pour ça que le processus que décrit Philippe prend un certain temps aujourd'hui et est difficile à mettre en œuvre. Alors, je voudrais rebondir sur ce que viennent de dire comment Olivier et Omar. À mon avis, c'est aussi un des autres problèmes liés à cette hybridation HPC quantique, c'est que à la fois on va avoir besoin de personnes qui sont formées de manière très technique pour être capable de concevoir les systèmes, de concevoir les technologies habilitantes, d'avoir connaissance vraiment de l'algorithmique quantique, et de savoir en plus comment relier cette algorithmique quantique aux algorithmiques classiques. Et on va avoir aussi besoin de personnes qui auront des profils plus métiers et qui seront en capacité de comprendre en quoi les ordinateurs quantiques et ces ordinateurs hybrides HPC quantiques pourront apporter un avantage et pourront apporter un avantage métier. Donc, on va avoir vraiment besoin d'un continuum depuis des Jedi jusqu'à des profils, je dirais, plus business. Il y a plein de questions, il faudrait qu'on y réponde peut-être, non ? J'en vois pas mal. Il y a une question sur le post-quantique, éventuellement, peut-être répondre rapidement. Parce que c'est vrai que c'est un mot qui arrive toujours et qu'on arrive parfois pas à comprendre. Alors, le post-quantique, donc c'est plutôt dans le domaine de la cybersécurité. Le post-quantique, ça exprime simplement le fait qu'on se place dans un monde dans lequel il y aurait des ordinateurs quantiques, donc on serait dans le post-quantique. Et dans ce monde-là, il ne pourrait pas y avoir d'algorithme cryptographique asymétrique parce qu'on sait qu'ils sont décryptés par les ordinateurs quantiques. Donc, dans le post-quantique, dans un monde post-quantique, il faut trouver d'autres algorithmes de chiffrement, de cryptographie asymétrique que les algorithmes existants comme le RSA, les courbes elliptiques. Et dans le monde post-quantique, donc on invente de nouveaux algorithmes de cryptographie qu'on appelle des algorithmes post-quantiques. Alors, ces algorithmes post-quantiques existent déjà parce qu'on se prépare au mode post-quantique, parce qu'on n'y est pas encore. On est plutôt aujourd'hui dans un monde pré-quantique, si je puis dire. Mais le NIST américain a déjà standardisé des algorithmes post-quantiques et c'est effectivement des algorithmes qu'on se prépare à intégrer dans des équipements qu'on qualifie d'équipements post-quantiques. Et un dernier sujet pour les entreprises et les organisations, et c'est très poussé par l'administration américaine en particulier, on parle de migration post-quantique, c'est-à-dire de transformer son système d'information, d'enlever
tous les endroits où il y a de la cryptographie asymétrique classique pour la remplacer par de la cryptographie post-quantique. Voilà. C'est juste... Alors, on est un peu loin du domaine du HPC, mais je crois que c'était bien de prendre ces quelques minutes pour préciser ce terme. Oui, tout à fait, merci. Ah, Olivier, tu es en mute. Oui, au niveau de la standardisation, l'ETSI, effectivement, c'est un organisme européen qui est lié au monde des télécoms. Alors, il travaille sur la normalisation du côté des communications quantiques. Alors, pour d'autres sujets, il y a au moins 2 organismes ou 3 qu'il faut citer. Il y a Senselec au niveau européen, notamment autour du calcul quantique. Il y a l'ISO, qui est évidemment très impliqué dans tous ces sujets-là. Et il y a l'I3E, alors, il faut faire des distinctions entre les normes et les standards. Ça, c'est un débat de sémantique un peu compliqué, mais les normes internationales, disons, viennent de chaque pays, avec des votes par pays et avec un travail vraiment sur des standards, des normes des jurés. Et les standards sont plus liés à une collaboration entre la recherche et le monde de l'industrie. Et le mode de fonctionnement de ces organismes-là est un petit peu différent, ce qui est le cas de l'I3E. Donc, il y a beaucoup d'organismes impliqués. Ouais, et il faut que Et en tu France, cites, Olivier, il faut que tu cites l'AFNOR pour la France, qui travaille sur donc, là, je parlais d'international, tu as raison. Et au niveau français, il y a l'AFNOR, qui travaille sur les normes et les standards et la relation avec ces organismes que je viens de citer, qui sont ou européens ou internationaux. Et puis, on peut citer aussi le LNE, qui est la cheville ouvrière des programmes de standardisation, normalisation et benchmarking de la stratégie nationale quantique, qui lui est intéressé aussi par les méthodes de travail, les méthodes de benchmarking, les méthodes de calcul, les méthodes de métrologie pour mesurer la qualité de tel et tel device, notamment dans les capteurs quantiques. Donc, en gros, il y a la R&D et la partie instrumentation qui est côté LNE, et la partie standard et normes qui est côté AFNOR. Et les deux travaillent ensemble avec les industriels et les chercheurs pour faire avancer ce sujet. L'ordinateur dans les satellites aussi, là, c'est quand même... Oui, je voulais répondre à cette question parce qu'effectivement, on se dit pourquoi ne pas faire ces travaux, ces calculs quantiques dans l'espace pour bénéficier du vide spatial et de la température et du froid spatial. Mais en fait, il se trouve que c'est pas assez vide et pas assez froid. Parce qu'aujourd'hui, en supraconducteur, on a Guillaume pourra nous le dire, il nous faut quelques millikelvin, alors que la température du froid spatial, elle est bien supérieure. Je crois que c'est à plus d'un degré Kelvin. Ouais. Et c'est pareil dans le vide. Aujourd'hui, dans le vide, pour les technologies d'ions piégés quantiques, on fait du vide qui est supérieur au vide spatial aujourd'hui. Je ne dis pas que ça serait facile de le faire de l'espace, mais simplement pour dire que de manière artificielle, aujourd'hui, on arrive à faire du vide et de la température bien mieux que dans le vide spatial. Voilà. Et sans parler du problème aussi des rayons cosmiques qui vont avoir des effets sur l'intrication. Oui. Mais les rayons cosmiques posent des problèmes sur les qubits silicium et supra. Donc, effectivement, si tu vas dans l'espace, c'est compliqué. C'est tout électronique, donc c'est pas un bon endroit. Et puis, ça coûte cher d'envoyer des choses dans l'espace, surtout quand ça fait des tonnes. Donc, c'est un détail, mais bon. Puis, pour la maintenance, c'est compliqué. Pour le calibrage. Cela dit, il y a déjà des particules quantiques dans l'espace, puisque les Chinois ont envoyé un satellite pour faire des communications quantiques. Donc, il y a une partie quantique qui est dans le satellite. Alors, ce n'est pas le post-quantique, c'est l'autre voie, cette fois-ci, pour bénéficier des caractéristiques quantiques des photons. Et donc, il y a les Chinois ont lancé un satellite avec des morceaux de paires intriquées quantiques pour faire des communications quantiques. Maintenant, depuis que Elon Musk a lancé sa Tesla dans l'espace, on a l'impression que c'est facile. On peut tout lancer maintenant dans l'espace, c'est bon. Voilà, exactement. Bon, il nous reste 5 minutes. Je pourrais finir sur un dernier petit point. C'est les projets qui sont étroitement liés entre le classique et le quantique, puisqu'on vient de parler quand même de HPC quantique, comme le projet Cluster. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de mots, Philippe? Oui, tout à fait bien. Pardon, l'autre Philippe. Non, oui, mais en fait, voilà. Projet Cluster, donc porté par Eviden, qui est le prime du projet, et Gensi qui est à la codirection de ce projet. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un cluster qui soit public, un cluster qui soit souverain et sécurisé, et qui permette d'accéder à des moyens de calcul
privés d'OVH, de Carnot, Carnot Computing ou d'autres, et à des moyens publics comme ceux que met en œuvre Gensi ou ceux de l'INRIA, etc. Et dedans, on a une filière quantique qui permettrait de pouvoir accéder à ces moyens. Un des autres objectifs du projet Cluster qui rejoint cet aspect quantique, c'est un objectif lié à la formation pour permettre de manière simplifiée des accès à la formation pour les étudiants, pour pouvoir commencer à travailler plus facilement sur ces ordinateurs parallèles et sur des ordinateurs quantiques en plaçant certains de ces calculateurs dans des zones où ce soit plus facile d'y accéder, étant donné que les zones de calcul classiques du calcul haute performance et des calculs quantiques vont être des zones ultra sécurisées. Et bien voilà, un des objectifs aussi du projet Cluster, c'est de donner un accès plus simple à une plus large gamme, y compris à des acteurs start-up, PME, qui veulent tester des choses dans le quantique ou dans le calcul haute performance, et souvent en liaison avec l'intelligence artificielle. Philippe, tu veux peut-être compléter sur l'intérêt de ce projet? C'est l'histoire de Philippe. Non, tu as très bien résumé le sujet. Merci. Super, je pense qu'on a... Sur le climat, là, je peux peut-être y répondre, non? Allez, tu as 2 minutes. À la faveur du changement climatique, la façon de penser vers le quantique, est-ce que la prise en compte de la complexité de toutes les transitions est un facteur positif pour moderniser l'industrie? Donc, je suppose par le calcul quantique. Alors là, en fait, il faut répondre de 2 manières. Il y a la première manière d'y répondre que j'ai évoquée un petit peu en filigrane tout à l'heure, qui est que potentiellement, l'ordinateur quantique, quand il marchera, aura peut-être un avantage énergétique par rapport au système classique, mais ça reste à démontrer. C'est un enjeu d'ingénierie et scientifique est important. Puis après, effectivement, il y a un deuxième volet qui n'a rien à voir, qui sont les cas d'usage du calcul quantique qui peuvent éventuellement avoir une incidence sur le réchauffement climatique, que ce soit pour éventuellement inventer une nouvelle batterie plus efficace ou capter le CO2 ou produire des engrais plus efficacement. Mais ça, c'est la partie applicative et qui est sujette à caution parce que ça nécessite de mettre en œuvre des algorithmes qui, en règle générale, nécessitent des ressources assez importantes, même quantiques, dans un futur assez lointain. Et la réponse un peu à l'emporte-pièce à donner, c'est qu'il faut régler les problèmes climatiques avant que l'ordinateur quantique marche. Il faut se dépêcher de se poser cette question-là, et l'ordinateur quantique ne sera pas la solution à court terme. Disons qu'il pourra apporter des solutions à long terme, mais à court terme, il y a d'autres choses à faire, bien plus classiques, pour y arriver, quoi. Alors, si je peux rebondir juste là-dessus, le problème aussi du voyageur de commerce que tu avais évoqué plus tôt, eh bien ça peut être une des applications de l'ordinateur quantique, ça peut être ça, et ce qui peut permettre, par exemple, d'optimiser des routes de trajectoires de bateaux qui ont un impact important aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et l'avantage, c'est que c'est des problèmes de plus petite dimension, et donc ils pourraient être mieux adapté à un usage par un ordinateur quantique. Yes. Bon, merci beaucoup. On est pile dans les temps. Donc, je vous remercie à tous les 5 d'être venus. On a dépassé 1000 inscrits. Donc, je vous rappelle aussi que demain, il y a une dernière session du Hub Advanced Engineering Computing. On ne parlera pas de quantique, on parlera de modélisation demain. Donc, si ça vous intéresse, on vous mettra aussi le lien. Encore merci à tout le monde d'être venu. Et puis, bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. À très bientôt. Merci à tous. Bonnes vacances et bonne lecture. Bon, je crois qu'on